Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette revue de presse aujourd'hui. Je vous propose dans l'actualité Donald Trump qui porte plainte contre Facebook, Google et Twitter, rien que ça. Ensuite, nous avons Play Store, pourquoi Google est poursuivi par 36 États américains, rien que ça. Et enfin, OnePlus admet brider volontairement son OnePlus 9 Pro. Il y avait pas mal d'articles sur le sujet, mais vu que la OnePlus vient enfin de l'admettre, j'ai décidé de le mettre dans les actus d'aujourd'hui. Du coup, pour commencer cette actu, Donald Trump porte plainte contre Facebook, Google et Twitter. L'ancien président des États-Unis a annoncé hier qu'il allait porter plainte contre Facebook, Google et Twitter, ainsi que leurs patrons respectifs, en bannissant Donald Trump de leur plateforme. Après les violentes émeutes du Capitole, Google, Facebook et Twitter se sont-ils rendus coupables de censure illégale et inconstitutionnelle? C'est en tout cas ce dont semble convaincu Donald Trump, qui, mercredi 7 juillet, via un discours officiel, a déposé une plainte collective contre les grands géants du web. Trump réclame la fin du silence forcé. Nous demandons au tribunal fédéral du district sud de la Floride d'ordonner l'arrêt immédiat de la censure illégale et honteuse de la part des groupes de réseaux sociaux visant les Américains. Et ce que j'ai pu lire sur la plupart des articles sur ce sujet, c'est que la plainte a peu de chances d'aboutir. Pourquoi? D'un côté parce que Donald Trump a porté plainte en Floride alors que les GAFA sont en Californie déjà, et ensuite parce que plusieurs dizaines de plaintes similaires ont déjà été déposées ces dernières années et qu'elles ont toutes donné raison aux GAFAM, donc c'est pas gagné pour lui. Et enfin parce que si Donald Trump assure sa défense en citant allègrement le premier amendement relatif à la liberté d'expression, ce dernier ne s'applique pas aux entreprises privées. Ainsi, les GAFAM sont en théorie, parfaitement libres d'imposer les règles qui leur conviennent aux utilisateurs, qui sont d'ailleurs invités à les accepter via ce qu'on appelle, vous devez connaître ça, les conditions générales d'utilisation. C'est assez amusant de se dire que les conditions générales d'utilisation des GAFA sont supérieures au premier amendement. Les Américains qui sont tout le temps en train de balancer le premier amendement à tout bout de champ, ils ont quand même réussi à créer des entreprises qui arrivent à bypasser le bordel, donc c'est assez cocasse. Dans le deuxième article du jour, Play Store, pourquoi Google est poursuivi par 36 États américains, 36 rien que ça. Pas moins de 36 États des États-Unis ont déposé une plainte pour monopole contre Google et sa gestion du Play Store sur Android. Il est reproché aux géants de mettre en place des stratégies illégales pour se maintenir en position dominante. La firme a répondu aux accusations dans une note de blog. Pourquoi un monopole, me direz-vous? Eh bien, d'aucuns diront que parler de monopole à propos du Play Store peut paraître absurde, étant donné que Google laisse les marques qui commercialisent des smartphones Android installer leur propre store comme Galaxy Store chez Samsung par exemple. Toutefois, pour appuyer son argumentaire, la plainte évoque des documents internes à Google qui démontrent la domination du Play Store. Par exemple, celui-ci distribue plus de 90% de toutes les applications Android aux États-Unis. Aucune boutique d'applications Android concurrente ne détient plus de 5% du marché. Ainsi, les applications qui ne participent pas au Google Play Store perdent l'accès à quelques 130 millions d'appareils Android aux États-Unis. Autant dire que si tu n'es pas sur le Play Store, tu as assez peu de chances de toucher un large cône d'utilisateurs. Et aussi, pour appuyer le fait qu'il est très difficile de concurrencer Google, le texte mentionne les exemples célèbres des tentatives vaines de Microsoft et Amazon de créer un OS concurrent. C'est dire, même Amazon n'a pas réussi à créer un OS concurrent, c'est dire. Pour les utilisateurs d'Android, on peut donc se poser la question pour le side loading, qu'en est-il? La principale différence souvent évoquée entre iOS et Android, c'est que sur l'OS de Google, il est possible de pratiquer le sideloading qui désigne le fait de télécharger des apps en dehors du store officiel. L'action en justice indique que Google, même s'il autorise le sideloading sur Android, impose des barrières gênantes et des messages d'avertissement qui dissuadent les utilisateurs de profiter de cette fonctionnalité. Je vous épargne les chiffres, mais en clair, Android exagérerait les risques du sideloading avec ses demandes d'autorisation pour l'installation d'une app ne venant pas du Play Store selon les plaignants. En gros, Google insinuerait que le sideloading est dangereux, ce qui est en termes de chiffres apparemment un peu plus le cas, mais pas autant que Google laisserait penser. Les conséquences concrètes pour les 36 États à l'origine de la plainte, les consommateurs et les développeurs d'apps sont les principales victimes selon un principe en économie qui veut qu'une concurrence saine amène les prix à baisser.
La plainte explique que les consommateurs paieraient davantage du fait de ces pratiques monopolistiques. Et pour moi, le meilleur exemple pour imager cet argument, c'est ce qu'on peut retrouver avec la concurrence AMD Nvidia et AMD Intel. On est souvent en train de voir qui est le moins cher. On a des promotions dans tous les sens, enfin sauf maintenant parce que c'est la pénurie, mais dans le cas général, on a souvent des belles promotions dans ce secteur et justement parce qu'il y a de la concurrence. Google aurait songé à soudoyer Samsung. Google serait même allé jusqu'à tenter de payer Samsung sans préciser la nature du paiement ou s'il s'agissait d'un accord pour convaincre le géant sud-coréen de limiter la compétition du Galaxy Store. Voilà, la réponse de Google, je vous la lis pas, hein, bien sûr, ils se défendent, ils se disent que non, on est open source, ce qui n'est pas totalement le cas, hein. C'est étendre quelque chose, il y a bien sûr le noyau Linux, mais il y a la surcouche Google qui, elle, n'est pas du tout open source, et ils se défendent en expliquant qu'ils créent de l'emploi, etc., mais ce n'est pas une raison pour mentir. Il ne faut pas être un génie en informatique pour comprendre que le Play Store a un monopole, clairement. Dernier article, OnePlus admet brider volontairement son OnePlus 9 Pro. Dans un article extrêmement pointu posté le 6 juillet 2021, le site Anantech a remarqué que le téléphone était plus lent que certains de ses concurrents dans de nombreuses circonstances. Il n'est pas question ici d'une mauvaise optimisation du système, mais bien d'un choix délibéré de la part de OnePlus. Grappiller quelques minutes de batterie en plus était apparemment l'objectif de OnePlus en réduisant les performances de leur téléphone, et cette pratique, selon l'article, est apparemment assez répandue dans le monde des mobiles. Mais d'après le site Anantech, même si au jour le jour le bridage n'est pas particulièrement gênant, le OnePlus 9 Pro est tout de même parfois plus lent à l'exécution qu'un Galaxy S21 Ultra ou qu'un Xiaomi Mi 11 Ultra, malgré une fiche technique similaire. Cela se traduit entre autres par des applications plus lentes à s'ouvrir et à s'exécuter, car le processeur se repose sur ses cœurs les moins puissants afin de préserver la batterie. YouTube, Instagram, Facebook sont touchés d'après un retour de la marque obtenu par nos confrères de Frandroid. Il y aurait tout de même 300 applications bridées par OnePlus, dont Chrome, Facebook, Twitter et Instagram. Du coup, je me dis, mais en fait, donnez-nous la liste plutôt des applications que vous n'avez pas bridées, parce que c'est un peu les applications que tout le monde utilise là actuellement. Le OnePlus 9 Pro est bien évidemment loin d'être inutilisable, mais le téléphone est tout de même vendu sur des promesses de puissance et de performance. OnePlus va même jusqu'à indiquer sur son site que l'expérience parfaitement rapide et fluide est au cœur de l'esprit OnePlus, ce qui n'est pas le cas ici. Et l'article termine avec quelque chose d'assez intéressant. L'article dit: ce qu'il vaut mieux faire, c'est être le plus transparent possible dans ces cas-là. Il faut croire que lorsque les marques se posent le pour et le contre, mentir ou dire la vérité, apparemment, mentir leur apporterait plus que de dire la vérité, sinon ils ne feraient pas ça, parce que c'est quand même assez fréquent ce genre de mensonges sur les performances au niveau des téléphones ou au niveau des voitures ou toutes sortes de choses. Nous allons maintenant entamer la partie speedrun, donc c'est des articles un peu plus petits, là ils sont assez denses, du coup j'en ai mis assez peu. On va commencer par la Chine. Tencent, je crois que ça se prononce comme ça, utilise la reconnaissance faciale pour empêcher les mineurs de jouer la nuit. Le géant du logiciel chinois, Tencent, suit à la lettre les recommandations du gouvernement sur les jeux vidéo et même plus. L'entreprise propose désormais de la reconnaissance faciale pour contrôler l'identité des joueurs la nuit. La réglementation sur les jeux vidéo est stricte en Chine. Elle empêchait officiellement les personnes de moins de 18 ans de jouer en ligne entre 22 et 8 heures dans le but de réduire l'addiction. Désormais, Tencent obligera tous les joueurs à confirmer leur identité via un algorithme de reconnaissance faciale, rien que ça, dès qu'ils jouent la nuit. Concrètement, si des personnes de plus de 18 ans essaient de jouer à un jeu entre 22 heures ou avant 8 heures, après 22 heures ou avant 8 heures, ils devront passer par un contrôle via reconnaissance faciale. Du coup, pour tous ces gosses entre 12 et 17 ans qui voulaient faire des LAN le soir chez eux, et bah c'est mort. C'est là où tu es content de pas habiter en Chine. Dans l'article suivant, nous avons TikTok qui permet désormais aux utilisateurs de trouver un emploi via des CV vidéo. La plateforme préférée des jeunes veut dépasser le simple divertissement en permettant à ses utilisateurs et utilisatrices de trouver un emploi.
TikTok veut donc désormais s'imposer sur le marché de l'emploi. Aux États-Unis, la plateforme chinoise a lancé les premiers tests grandeur nature de son nouvel outil de recrutement. Concrètement, cela permet aux internautes de postuler directement à une offre d'emploi partagée par la plateforme via un site web dédié. Pour le moment, quelques dizaines d'entreprises américaines ont accepté de participer à cet étonnant programme de recrutement, mais cela ne concerne que les postes juniors. En effet, soutenir l'accès à l'emploi chez les jeunes est le principal cheval de bataille de TikTok sur cet axe. Je trouve ça génial en fait. On est souvent en train de parler du chômage chez les jeunes, et quoi de mieux que d'aller chercher les jeunes directement sur leur plateforme? Quoi de mieux que de présenter ce dont on est capable de faire via ses propres TikTok? Je trouve que c'est une excellente idée, et à voir un peu comment ça va se dégoupiller cette histoire. Et on continue avec encore une actu TikTok. Et oui, TikTok c'est un peu l'homme à abattre en ce moment, hein, donc on a forcément beaucoup d'actu dessus. TikTok qui continue de pister les utilisateurs d'iOS. Apple bloque toutes ses mises à jour sur l'App Store. Malgré les mesures anti-pistage intégrées depuis iOS 14.5, TikTok fait de la résistance en continuant de collecter les données de ses utilisateurs. L'application utilise pour cela un moyen détourné basé sur son algorithme intitulé Kaïd, une méthode qui ne plaît pas du tout à Apple, qui a décidé de sévir en l'empêchant littéralement de déployer ses mises à jour. Je rentre pas plus en détail dans l'article, ce petit message d'introduction résume parfaitement ce qu'il y a en dessous. TikTok qui veut faire de la résistance, mais qui oublie que c'est un peu le boss, ça reste quand même Apple, il faut pas déconner. iOS, à qui on peut au moins féliciter de protéger ses utilisateurs, même si je pense que tout n'est pas tout blanc chez Apple. Et nous terminons cette revue de presse du jour par cet article de Tom's Guide qui présente la Xbox Series S qui se transforme en console portable avec ce projet Kickstarter. Donc l'article précise bien que c'est une console qui sera plus transportable que portable, mais voilà, je trouvais le truc assez marrant. Donc si vous voulez aller voir le Kickstarter, apparemment c'est 200 €. Donc si vous voulez aller voir le Kickstarter, il est disponible dans l'article, et comme un petit rappel, tous les articles que je vous présente sont en description si vous voulez aller approfondir les sujets. En attendant, j'espère que les articles d'aujourd'hui vous auront plu, et nous on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!